C'était un désastre ce jour-là. Un froid de canard dans le bureau de la Défense au 40e étage. Je me souviens encore de ce vent glacial qui s'infiltrait malgré le double vitrage, censé rendre les requins comme Julien, mon ex-mari, encore plus tranchants. Lui, il pensait qu'il allait se débarrasser d'un poids. D'une erreur, comme il disait. Il me regardait assise en face de lui, silencieuse, mon vieux gilet un peu élimé qui me donnait l'air d'une pauvre chose, les yeux rivés sur mes mains. Pour lui, j'étais juste une gourgandine, une profiteuse, une fille sans enverger qu'il avait sauvée d'un bistrot dans le 11e. Il se riait de mon silence, de ma prétendue pauvreté. Il a signé les papiers du divorce avec une grandiloquence. Un geste théâtral qui voulait signifier « Regardez-moi, je suis libre. Et vous, vous êtes une moins que rien. » Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est que la femme assise en face de lui, celle qu'il prenait pour une simple femme au foyer, était en réalité la signataire cachée du Trust Kensington. L'unique propriétaire de l'immeuble où nous nous trouvions, rien que ça. Et mon compte en banque, enfin, le sien via des sociétés écrans, dépassait de loin ces misérables millions. Il semblait ridicule, des centimes de poche. L'air conditionné dans la salle de conférence de Pembroke et Associés, de Dubois et Partenaires, il a toujours adoré son nom partout, était réglé à 18 degrés. Une tactique pour déstabiliser. Moi, je ne frissonnais pas. J'étais parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux, le regard fixé sur la grande table en acajou. Je savais qu'elle avait coûté 45 000 €. J'avais approuvé la facture 3 ans plus tôt, via une de mes sociétés dormantes. Julien, évidemment, n'en avait aucune idée. « Alors, on le fait ou tu vas pleurer la première ?» m'a-t-il lancé, en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir luxueux. Il faisait tourner un stylo Montblanc entre ses doigts, lourd et clinquant. C'était un cadeau que je lui avais offert pour nos 5 ans de mariage, en économisant sur l'argent des courses. Il s'en foutait. À côté de lui, il y avait Sophie Galt, grande, tirée à 4 épingles, une robe Versace qui criait le prix. Un sourire froid, comme sculpté dans le verre. Elle était la directrice financière de Julien, et depuis 6 mois, sa maîtresse. Ça, j'avais des preuves. Des tonnes de preuves. Sophie a pris la parole, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Marie, écoute, on sait que c'est difficile, mais Julien a évolué. L'entreprise va entrer en bourse le trimestre prochain. On doit rationaliser ses actifs. Et franchement, tu es un fardeau. » Un fardeau. J'ai serré les mains un peu plus fort. Un fardeau. Ces mots m'ont transpercé le cœur, mais je n'ai rien laissé transparaître. La colère, la tristesse, l'humiliation, je les ai toutes enfermées derrière une façade de marbre. J'avais mis des années à la construire, cette façade. Des années à me faire passer pour la petite épouse simple, sans histoire. Julien a gloussé, jetant un gros document sur la table. Ça a fait un bruit sourd. « L'arrangement est généreux, Marie, » a-t-il dit. « Je te laisse la Honda. Je te donne même 50 000 € en espèces. C'est plus d'argent que tu n'en as jamais vu de ta vie. Mais tu as signé la clause de confidentialité et la renonciation au soutien conjugal. Je ne vais pas te laisser me pomper mon fric quand Dubois et Partenaires sera au CAC 40. » J'ai enfin levé les yeux. Mes yeux étaient fatigués, mais secs. « Tu penses que je suis une sangsues, Julien? » »« Je pense que tu es une serveuse. Une erreur de casting dans ma vie, » a-t-il claqué. « Je t'ai sorti de ce bistrot à Paris. Je t'ai donné une maison à Neuilly-sur-Seine. Et qu'as-tu fait? Tu es resté à la maison. Tu n'as pas d'ambition, pas d'initiative. Tu ne rentres plus dans mon monde. Sophie, elle comprend le pouvoir. Elle comprend le marché. Je comprends que tu es en train de gager la dette de la firme contre tes actifs personnels. » ai-je dit calmement. La pièce est devenue silencieuse. Julien a cligné des yeux. Le sourire de Sophie a vacillé, une fraction de seconde à peine. « Pardon ?» a demandé Sophie, sa voix perçante.
Le prêt mezzanine que tu as contracté auprès de Blackwood Capital la semaine dernière. Ai-je poursuivi, ma voix toujours aussi égale. Le taux d'intérêt est le taux de base plus 4. Tu utilises la maison de Neuilly comme garantie. Si l'IPO échoue, tu perds la maison. Si tu divorces aujourd'hui, la banque pourrait réclamer le prêt, à moins que tu n'aies un garant. Julien a frappé la table de sa main. Comment diable sais-tu pour l'accord Blackwood? C'est confidentiel. Je lis, et je dis simplement. Tu as fouillé dans ma maillette. Julien s'est levé, le visage rouge de fureur. C'est exactement pour ça que je te quitte. Tu es paranoïaque et invasive. Tu ne connais rien à la haute finance, Marie. Tu as juste mémorisé des mots que tu as vus sur un papier. Signe ces putains de papiers de divorce. Blackwood Capital se fiche d'une femme au foyer. J'ai tendu la main vers mon sac à main. Je n'ai pas sorti de mouchoir. J'ai sorti un stylo à Bill Bonmarché. Tu as raison, Julien, ai-je dit doucement. Je n'ai pas ma place dans ton monde. Je vais signer. Julien a expiré, échangeant un regard victorieux avec Sophie. Sage décision, ma petite. Prends tes 50 000 € et trouve-toi un joli appartement à Vincennes. Tu pourrais même retourner faire la serveuse. Ça te va si bien. Un silence s'est abattu, si pesant qu'il en devenait assourdissant. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je tournais la page. La clause était en gras. Rupture complète des biens. Elle stipulait qu'aucune des parties n'aurait de revendication sur les revenus futurs, les dettes ou les propriétés de l'autre acquis après cette date. Es-tu sûr de vouloir renoncer à tous mes biens? Ai-je demandé, en suspendant le stylo au-dessus du papier. Et tu renonces à tous les miens? Julien a ri, un son sec, aboyant. Tes biens, Marie? Ton compte courant contient mon 200 €. Oui, je renonce à tes biens. Signe, c'est tout. J'ai signé. Le grincement du stylo a résonné comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. J'ai repoussé les papiers vers lui. Fait, ai-je chuchoté. Julien a arraché les papiers, vérifiant ma signature. Il a souri. Enfin, je suis libre. Il a regardé sa montre. Maintenant, dehors. Sophie et moi avons un dîner de célébration au Grand Véfour. La sécurité va t'escorter. Je me suis levé. J'ai lissé mon cardigan. Je n'ai pas regardé l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. Je n'ai pas regardé la femme qui le lui avait volé. J'ai marché vers la porte vitrée. Au revoir, Julien, ai-je dit. J'espère que Blackwood Capital te traitera bien. Julien n'a même pas levé les yeux. Il était trop occupé à déboucher le champagne. Je suis sorti du gratte-ciel et j'ai rejoint le trottoir animé des Champs-Élysées. Il avait commencé à pleuvoir, une bruine froide et grise qui trempait mes vêtements fins. Les fessants me bousculaient, ignorant la femme qui semblait avoir tout perdu. Et d'une certaine manière, c'était le cas. J'avais perdu mon mari. J'avais perdu l'illusion d'une vie simple que j'avais tant essayé de maintenir. C'était fini ce rôle, ce déguisement. J'ai marché 2 pâtés de maison vers le sud, loin des regards indiscrets de Dubois et partenaires. Je me suis arrêté devant une berline noire discrète, garée dans une zone sans stationnement. Un homme en costume sombre est sorti immédiatement, tenant un parapluie. « Madame Dubois », a dit l'homme, inclinant légèrement la tête. « C'est Mademoiselle Kensington maintenant, Alfred. » Ai-je dit, ma voix changeant. La douceur avait disparu, l'hésitation s'était envolée. Ma posture s'était redressée, l'attitude de femme au foyer battu avait instantanément disparu. « Mes excuses, Mademoiselle Kensington, » a dit Alfred, ouvrant la portière arrière. « Monsieur Pierre vous attend à l'hangar privé. Le jet est prêt pour Zurich. » Je me suis glissé sur le cuir de la Bentley. J'ai sorti mon téléphone, pas le vieil iPhone 8, cassé que j'utilisais avec Julien, mais un téléphone satellite sécurisé que je gardais caché dans la doublure de mon sac à main. J'ai composé un numéro. « Pierre », ai-je dit. « Marie ?» a répondu une voix grave et rocailleuse. Pierre Cole, l'avocat d'affaires le plus redouté de Paris, et mon conseiller personnel. Il a signé. Il a signé, ai-je dit, regardant la pluie ruisseler sur les vitres teintées.
Il s'est moqué de moi, Pierre. Il m'a dit de retourner faire la serveuse. Imbécile, c'est un idiot, a répondu Pierre. Il sait, il pense que Blackwood Capital n'est qu'un prêteur, ai-je dit, un sourire froid effleurant mes lèvres pour la première fois de la journée. Il n'a aucune idée que Blackwood est une filiale du groupe Kensington. Il a emprunté de l'argent à sa propre femme pour financer son introduction en bourse. La réunion du conseil d'administration de Dubois et Partenaires est prévue pour vendredi prochain, a noté Pierre. Le vote d'acquisition est à l'ordre du jour. Julien s'attend à être nommé PDG après l'offre publique. Son testament, il s'attend à beaucoup de HD. Active la clause sur le prêt. Les papiers de divorce sont signés. La séparation des biens est juridiquement contraignante. Il a renoncé à mes biens, ce qui signifie qu'il a renoncé à sa protection contre mes entreprises et la garantie. La maison de Neuilly, a demandé Pierre. Saisis-la ce soir, ai-je dit. C'est impitoyable, Marie. Tu as vécu là-bas. Ce n'était jamais ma maison, Pierre. C'était sa scène. J'étais juste un accessoire. J'ai regardé par la fenêtre alors que la voiture s'engageait sur l'autoroute en direction de l'aéroport du Bourget. Julien voulait un monde de pouvoir et de haute finance. Je vais lui montrer à quoi ressemble vraiment ce monde. Il pense qu'il est un futur milliardaire. Il est sur le point de découvrir qu'il n'est qu'un employé. Je vais préparer les dossiers, a dit Pierre. Oh, et Marie, l'équipe de Genève te demande. Le Trust Kensington a besoin d'une signature pour l'acquisition de cette chaîne pharmaceutique en Asie. Un accord de 4 milliards de dollars. Je signerai quand j'atterrirai, ai-je dit. J'en ai fini de jouer à la femme au foyer. J'ai raccroché. J'ai fouillé dans la pochette du siège et j'ai sorti une lingette humide, frottant le maquillage de mon visage pour révéler une peau éclatante et nette. J'ai retiré l'élastique de ma queue de cheval, laissant mes cheveux tomber en vagues. Je n'étais pas Marie Dubois, la serveuse que Julien avait sauvée. J'étais Mary Kensington, petite fille d'Elias Kensington, le magnat de l'acier et du transport maritime qui avait construit la moitié de l'infrastructure de la côte Est. Quand mes parents sont morts, j'avais tout hérité, une fortune gérée par des fiducies anonymes et des mandataires pour me protéger des chasseurs de fortune. J'avais rencontré Julien quand je prenais une pause de ma vie, occupant un emploi normal pour comprendre comment les gens réels vivaient. J'étais tombée amoureuse de son dynamisme. Je pensais qu'il m'aimait pour ce que j'étais. J'avais caché l'argent pour en être sûr. J'étais sûr maintenant qu'il ne m'aimait pas. Il aimait l'argent. « Alfred », ai-je dit au chauffeur. « Oui, madame. »« Appelez le tailleur à Zurich. J'ai besoin d'une nouvelle garde-robe pour le gala de la semaine prochaine. Julien et Sophie y seront pour promouvoir leur IPO. Je pense qu'il est temps que je me présente correctement. »« Très bien, madame. » J'ai regardé ma main où mon alliance se trouvait autrefois. La peau était pâle. Je ne me sentais plus triste. Je me sentais coûteuse. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'était la partie la plus étrange de tout ça, cette période où j'étais entre deux mondes. D'un côté, la Marie simple, un peu terne, que j'avais incarnée pendant des années. De l'autre, la vraie Marie, celle qui contrôlait un empire. Je me demandais parfois si j'étais vraiment devenue cette personne froide et calculatrice, ou si elle avait toujours été là, tapie sous la surface. C'est comme si j'avais enfilé un costume pendant si longtemps qu'il était devenu une seconde peau, et maintenant, en l'arrachant, je me retrouvais avec des cicatrices inattendues. Est-ce que ce que j'ai fait était juste ou simplement impitoyable? La ligne est si fine. Je n'ai jamais eu de réponse claire à cette question. C'est le genre de choses qui vous ronge même après la victoire. Est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? C'est comme quand on rêve d'une chose et qu'on l'obtient et qu'on se rend compte que le prix à payer n'est pas celui qu'on imaginait. Enfin bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à mes proies. Le champagne au grand Véfour avait un goût de victoire. Julien tenait la flûte de cristal à la lumière, admirant les bulles dorées. De l'autre côté de la table, Sophie était rayonnante, planifiant déjà le réaménagement du domaine de Neuilly-sur-Seine, maintenant que l'encombrante, comme elle m'appelait,
était parti. « On doit arracher cette cuisine », a dit Sophie, coupant son Saint-Jacques. « C'est tellement domestique. On a besoin de lignes épurées, de chic industriel, quelque chose qui dit « couple de pouvoir, pas maman de footballeur ». Julien a ri, tendant la main vers elle. « Fais ce que tu veux, chérie. L'IPO va valoriser la firme à 300 millions. Tu peux t'acheter une toute nouvelle maison si tu veux. Mais j'aime beaucoup l'endroit de Neuilly. C'est un trophée. » Son téléphone a vibré sur la nappe blanche. Julien a froncé les sourcils. Il était tard. Il l'a retourné. C'était Maria, la femme de ménage, probablement pour demander quand Marie allait revenir chercher son tricot, a plaisanté Julien, répondant à l'appel en haut-parleur pour que Sophie puisse partager l'amusement. « Maria, qu'y a-t-il? Je suis au dîner. »« Monsieur Dubois », la voix de Maria était stridente, tremblante de panique. « Vous devez rentrer à la maison. Il y a des hommes ici, la police et des hommes en costume. Ils emportent des choses. » Julien a figé. « Quoi? Qui emporte des choses? » « Ils disent qu'ils viennent de la banque. Ils mettent des serrures sur les portes. Ils m'ont dit de partir. » Julien a raccroché, son visage se vidant de toute couleur. « C'est une erreur, » a dit Sophie, bien que ses yeux se soient plissés. « Appelle Blackwood. C'est une erreur administrative. » Julien composait déjà le numéro de son contact chez Blackwood Capital, un vice-président nommé Gary, qui l'avait dorloté la semaine dernière. « Le numéro que vous avez composé a été déconnecté ou n'est plus en service. »« Qu'est-ce que c'est que ce bordel? » a marmonné Julien. Il s'est levé, jetant une poignée de billets sur la table. « Nous devons y aller. » Le trajet vers Neuilly-sur-Seine prenait généralement 45 minutes. Julien l'a fait en 30, sa Porsche 911 zigzagant dans le trafic comme un missile. Quand il a tourné dans l'allée de gravier de son domaine, la scène était chaotique. 2 camions de déménagement bloquaient l'entrée. Une voiture de police était garée, ses lumières clignotant silencieusement. Des hommes en combinaison sombre transportaient des meubles, ces meubles. Julien a claqué la portière de la voiture et a gravi les marches en trombe. « Hé, posez ça! Qu'est-ce que vous croyez faire? » Un homme en costume anthracite s'est avancé. Il tenait un presse-papier et avait l'air ennuyé. C'était M. Henderson, un spécialiste du recouvrement d'actifs de grande valeur. « Monsieur Dubois? » a demandé Henderson. « Je suis le propriétaire de cette maison, » a hurlé Julien, pointant un doigt sur le visage de Henderson. « Je suis le PDG de Dubois et Partenaires. Faites partir vos hommes de ma propriété avant que je ne vous traîne en justice. » Henderson n'a pas squillé. Il a tendu un document à Julien. « Avis de défaut et d'accélération immédiate », a dit Henderson calmement. « Selon les termes de votre contrat de prêt avec Blackwood Capital, clause 14, section B, toute modification significative du statut matrimonial de l'emprunteur ou de son profil de protection d'actifs constitue un événement de risque. Vous avez signé un accord de divorce aujourd'hui. La renonciation aux biens conjugaux a déclenché l'évaluation des risques. La banque a réclamé le prêt. »« Réclamer le prêt? » a balbutié Julien. « J'ai 30 ans pour payer ça. »« Pas en vertu de la clause de risque, » a corrigé Henderson. « Vous devez l'intégralité du principal, 4,2 millions d'euros, payable immédiatement. Comme vous n'avez pas viré les fonds avant 17 heures aujourd'hui, nous saisissons la garantie. »« C'est de la folie !» a crié Sophie, sortant de la Porsche, ses talons s'enfonçant dans le gravier. « Nous avons une introduction en bourse la semaine prochaine. Nous sommes solvables. » Henderson a regardé Sophie, puis est revenu à son presse-papier. « Le prêteur n'est pas intéressé par les promesses, mademoiselle Galt. Ils veulent l'actif. Nous changeons les serrures. Vous avez 10 minutes pour récupérer vos effets personnels. Tout ce qui reste après cela devient propriété de la fiducie. »« Qui est-ce le prêteur? » a exigé Julien, agrippant le revers de la veste de Henderson. « Je veux parler au propriétaire de Blackwood. » Henderson a retiré la main de Julien avec une force surprenante. La propriété de Blackwood Capital est détenue par une fiducie anonyme.
a dit Henderson avec méticulosité. Mais mes ordres viennent d'en haut. La directive était très spécifique. Faire table rase. Julien est resté là, abasourdi, tandis qu'un déménageur passait devant lui, portant ses clubs de golf. C'était humiliant. C'est impossible, Julien, a sifflé Sophie, le tirant à part. Arrange ça. Si les investisseurs découvrent que tu es sans abri une semaine avant l'introduction en bourse, le cours de l'action va chuter. Nous serons ruinés. Je ne peux pas arranger ça ce soir, est claqué Julien. Nous allons rester à l'hôtel. J'appellerai mes avocats demain matin. Nous poursuivrons Blackwood pour saisie abusive. On ne peut pas rester à l'hôtel, a chuchoté Sophie, le visage pâle. Tes cartes de crédit, l'Amex d'entreprise, elles sont toutes liées à la ligne de crédit Blackwood. Julien a sorti son portefeuille. Il a essayé de réserver une chambre d'hôtel sur son application. Refusé. Il a essayé une autre carte. Refusé. Il a levé les yeux vers le manoir dont il s'était vanté pendant des années. Les lumières s'éteignaient pièce par pièce. Il était debout dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, Julien Dubois a senti une lueur de peur. Il a pensé à Marie. Elle était sortie avec rien d'autre qu'un chèque de 100 000 €. Elle savait. Julien a chuchoté. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Elle m'a interrogé sur le prêt lors de la réunion. Elle savait que cela allait arriver. Marie? A ricané Sophie. S'il te plaît, elle a probablement juste lu un horoscope qui disait « mauvaise chance aujourd'hui ». C'est une personne insignifiante. Mais alors que la pluie recommençait à tomber, trempant son costume sur mesure, Julien n'en était plus si sûr. Zurich, Suisse, le terrain de jeu de l'élite de la vieille fortune. Une semaine s'était écoulée depuis la saisie. Julien avait réussi à sauver une certaine dignité en empruntant de l'argent à un ami d'université pour se rendre avec Sophie au sommet économique mondial. Il fonctionnait à l'épuisement, au désespoir et à la caféine. Le plan était simple, obtenir un investisseur de premier plan pour l'IPO. S'il pouvait obtenir un engagement de 50 millions d'euros, il pourrait rembourser Blackwood, les poursuivre en justice et récupérer sa maison. Il n'avait besoin que d'une signature. Le grand hôtel d'Older était un palais de marbre et de dorure. La salle de bal était remplie des titans de l'industrie, des cheikhs pétroliers, des milliardaires de la technologie et la royauté européenne. Julien a ajusté sa cravate. Il avait l'air fatigué. Le stress de la semaine dernière avait creusé des rides profondes autour de ses yeux. Sophie était à ses côtés, serrant une coupe de champagne comme une bouée de sauvetage. Elle était tendue. Elle avait réalisé que la fortune de Julien était un château de cartes, et elle scannait déjà la pièce à la recherche d'un port plus sûr. Là, a chuchoté Julien, hochant la tête vers un homme aux cheveux gris entouré d'admirateurs. C'est Archibald Thorne, PDG de Chimera Banking. Si j'obtiens 5 minutes avec lui, nous sommes sauvés. Julien a redressé sa colonne vertébrale et s'est approché. Monsieur Thorne, Julien Dubois, Dubois et partenaire, ravi de vous voir. Archibald Thorne s'est retourné, ses yeux froids et jaugeurs. Dubois, j'ai entendu dire que vous aviez quelques problèmes immobiliers à Paris. Julien a figé. La nouvelle avait circulé. Un malentendu avec un prêteur prédateur, Monsieur Thorne. Mes avocats s'en occupent. C'est en fait un avantage. Cela montre que nous sommes agiles et prêts pour le marché public. Thorne n'avait pas l'air convaincu. La gestion des risques est un indicateur clé de leadership, Monsieur Dubois. Perdre sa maison suggère un manque de prévoyance. Avant que Julien ne puisse se défendre, un silence s'est abattu sur la pièce. Ce n'était pas le calme d'une pause dans la conversation. C'était le silence lourd et révérencieux du pouvoir qui entre dans un espace. Les doubles portes en haut du grand escalier se sont ouvertes. Une femme se tenait là. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui épousait sa silhouette, avec un décolleté plongeant audacieusement, mettant en valeur un collier de saphir et de diamants qui semblait assez lourd pour couler un yacht. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné,
cascadaient en vagues structurées autour de ses épaules. Son maquillage était net, accentuant des yeux qui balayaient la pièce avec la précision d'un faucon. C'était Marie. Mais ce n'était pas la Marie qui découpait des coupons. Ce n'était pas la Marie qui attendait des clients au bistrot. Cette femme rayonnait une aura de commandement qui faisait ressembler les milliardaires de la pièce à des écoliers. Julien a laissé tomber son verre. Le verre s'est brisé sur le sol en marbre, mais personne ne l'a regardé. Tout le monde la regardait. « Qui est-ce » a chuchoté Sophie, sa voix tremblante. « C'est Marie. »« Ça ne peut pas être elle, » a balbutié Julien. « Elle est à Vincennes. Elle n'a pas d'argent. » Marie a commencé à descendre les escaliers. Elle ne marchait pas. Elle flottait. À ses côtés se trouvaient deux hommes, Pierre Cole, le célèbre avocat, et un homme que Julien reconnaissait de la couverture de Forbes comme le ministre des Finances de la Suisse. Alors qu'elle atteignait le bas de l'escalier, la foule s'est écartée devant elle. Archibald Thorne, l'homme qui venait de regarder Julien avec dédain, s'est immédiatement avancé, inclinant légèrement la tête. « Mademoiselle Kensington » a dit Thorne, sa voix pleine de respect. « Nous n'étions pas sûrs que vous seriez présente cette année. J'avais quelques affaires en suspens à Paris, Archibald. » Et je dis. Ma voix était douce, cultivée, et portait sans effort à travers la pièce. Mais le groupe Kensington cherche à étendre son portefeuille européen. Groupe Kensington. Les mots ont résonné dans le cerveau de Julien. Le groupe Kensington était un mythe, un conglomérat privé qui possédait des lignes maritimes, de l'immobilier et Blackwood Capital. Julien a senti le sang quitter son visage. Il s'est senti étourdi. Il a bousculé un serveur, trébuchant vers moi. « Marie » a-t-il croassé. Je me suis arrêté. Je me suis tourné lentement, mon regard se posant sur lui. Il n'y avait aucune chaleur dans mes yeux, seulement une curiosité polie et distante, comme si je regardais un insecte que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Julien, » ai-je dit, « je vois que tu as réussi à venir. Comment s'est passé le vol? La classe éco peut être si restrictive. Tu es le groupe Kensington? » Julien a haleté. La pièce regardait. « Tu es propriétaire de Blackwood? »« Je possède la société mère, oui. » ai-je dit calmement. J'ai pris une gorgée d'eau dans un verre qu'un serveur a matérialisé pour moi. « Tu m'as saisi ma maison !» a hurlé Julien, perdant le contrôle. « Tu m'as ruiné! Tu es ma femme! » « Mon ex-femme, ai-je corrigé sèchement. « Et je ne t'ai pas ruiné, Julien. Tu as signé les papiers. Rupture complète des biens. Tu voulais t'assurer que je ne puisse pas toucher ton argent. J'ai simplement veillé à ce que tu ne puisses pas toucher le mien. »« C'est une fraude !» a hurlé Sophie, intervenant. « Tu as fait semblant d'être pauvre. Tu l'as trompé. » J'ai ri. C'était un son terrifiant, léger, aérien et totalement dédaigneux. « Je n'ai rien fait semblant, Sophie, » ai-je dit, regardant l'autre femme de haut en bas avec amusement. J'ai vécu simplement parce que je valorisais les gens plus que les possessions. Je voulais voir si Julien m'aimait ou s'il aimait le style de vie. J'ai eu ma réponse il y a 7 ans. J'ai juste attendu qu'il fasse le premier pas. Je me suis rapproché de Julien, baissant la voix pour que seul lui puisse entendre. « Tu m'as traité de fardeau, Julien. Tu as dit que je n'avais pas d'ambition. Mais pendant que tu jouais au PDG dans ton petit bureau en verre, je restructurais les routes maritimes mondiales du Pacifique. Tu n'es pas un requin, tu es un appât. » Je me suis tourné vers la foule. « Messieurs, » ai-je annoncé, le groupe Kensington annonce une OPA hostile sur Dubois et partenaires demain matin. Nous avons déjà acquis la dette mezzanine. Nous allons démanteler la firme et la vendre par appartement. J'ai regardé Julien une dernière fois. C'est juste les affaires, Julien. Tu comprends le pouvoir, n'est-ce pas? Je me suis retourné et me suis éloigné, la mer de milliardaires se refermant autour de moi, avide d'un mot. Julien est resté là, debout dans les éclairs de son verre brisé, Sophie s'éloignant lentement de lui.
Ses yeux scannaient déjà la pièce à la recherche d'une nouvelle cible. Il était seul et il a réalisé avec une nausée qu'il n'avait pas seulement signé un papier de divorce, il avait signé son propre arrêt de mort. Le lundi matin à la Bourse de Paris était habituellement une symphonie de téléphones qui sonnent et de traders qui crient, mais au siège de Dubois et partenaires, c'était une marche funèbre. Julien n'avait pas dormi depuis 48 heures. Il était rentré de Zurich en classe économique, une expérience humiliante où il avait été pressé entre un enfant d'embarrage qui pleurait et un routard qui sentait le patchouli. Il était allé directement à son bureau. Ou plutôt, il a essayé. Quand il a glissé son badge de sécurité au tourniquet du hall, la lumière a clignoté en rouge furieux. Accès refusé. « Hé, Jean !» a lancé Julien au garde de sécurité qu'il avait ignoré pendant 5 ans. « Arrange ça! Ma carte est démagnétisée. » Jean n'a pas levé les yeux de son moniteur. « La carte est bien, Monsieur Dubois. Votre habilitation a été révoquée. » « Révoquée? Je suis le PDG. » « Pas depuis 8 heures ce matin, » a dit une voix depuis le hall d'ascenseur. Julien s'est retourné. C'était Pierre Cole, mon avocat. Il était flanqué de 3 autres avocats qui semblaient découper des entreprises pour le plaisir. « Monsieur Cole, » a sifflé Julien, s'avançant, « vous ne pouvez pas me priver de mon propre immeuble. J'ai fondé cette entreprise. » « Et vous l'avez surendetté, » a répondu Pierre, tendant à Julien une épaisse enveloppe. « Vous avez manqué votre appel de marge sur le prêt Blackwood. Mais surtout, le groupe Kensington a exercé ses droits en vertu de l'accord de dette pour convertir le principal en actions. Depuis ce matin, ma cliente détient 51% de Dubois et partenaires. »« C'est illégal !» a hurlé Julien, faisant s'arrêter et regarder les gens dans le hall. On ne peut pas simplement convertir la dette en action du jour au lendemain. Lisez les petits caractères à la page 42 de l'accord que vous avez signé, Julien, a dit Pierre d'un ton sec. La clause de défaut d'action rapide, c'est standard dans les prêts à haut risque. Vous étiez si pressé d'obtenir de l'argent pour votre roadshow d'IPO que vous n'avez pas lu les termes. Vous n'avez vu que les zéros. Julien a déchiré l'enveloppe. Ses yeux ont parcouru le document. Ses mains ont commencé à trembler. Tout était là. Il n'avait pas seulement emprunté de l'argent, il avait essentiellement vendu son entreprise pour un prêt qu'il ne pouvait pas rembourser. « Je me battrai », a craché Julien. « J'ai le conseil de mon côté. Ils ne laisseront pas Marie démanteler l'entreprise. »« Le conseil ?» a gloussé Pierre. « Le conseil s'est réuni il y a 1 heure via un appel Zoom d'urgence. Ils ont voté à l'unanimité pour accepter l'offre d'acquisition de Kensington. Ils obtiennent un parachute doré. Vous, cependant, êtes licencié pour motif grave. Motif? Grave mauvaise gestion des fonds, emprunts imprudents et... Pierre a marqué une pause, savourant le moment. Conduite indigne d'un PDG. La vidéo de votre petite explosion au sommet de Zurich est devenue virale, Julien. Les investisseurs n'aiment pas les risques pour la stabilité. Julien a senti le sol s'incliner sous lui. Il a regardé autour du hall, les sols en marbre, la fontaine, la plaque en laiton avec son nom. Tout avait disparu. « Où est-elle » a chuchoté Julien. « Où est Marie ?»« Mademoiselle Kensington est dans le bureau du penthouse » a dit Pierre. Elle dirige sa première réunion en tant que présidente. Elle anticipait que vous voudriez faire le point. Elle vous avait accordé 5 minutes. Pierre a fait signe à Jean qui a fait vibrer le tourniquet. Julien s'est dirigé vers l'ascenseur comme un homme marchant à la potence. Il est monté au 40e étage, le même étage où, il y a seulement 1 semaine, il m'avait forcé à signer les papiers du divorce. Le bureau était plein d'activités, mais les visages étaient différents. Ses fidèles lèche-bottes avaient disparu, remplacés par des auditeurs aux yeux vifs en costume gris. Ils mettaient des dossiers en carton. Ils enlevaient ses trophées. Il a fait irruption dans son ancien bureau. J'étais assise dans son fauteuil. Je portais un tailleur pantalon blanc qui me rendait à la fois angélique et terrifiante. J'étais au téléphone, parlant couramment mandarin. J'ai levé un doigt, le faisant taire. J'ai terminé l'appel et j'ai raccroché. « Tu es en retard, Julien.
et je dis, « Je t'attendais ici il y a 10 minutes. »« Tu as tout planifié, » a dit Julien, sa voix tremblante de rage. « Depuis le début, le prêt, le divorce. Tu m'as piégé. »« Je ne t'ai pas piégé, Julien. » ai-je dit, me levant et marchant vers la fenêtre pour regarder la ville que je possédais effectivement. « Je t'ai donné une corde. C'est toi qui as fait le nœud coulant. »« Pourquoi ?» a demandé Julien, des larmes de frustration montant à ses yeux. « Nous étions mariés. Je t'aimais. » Je me suis retourné, mon expression durcissant. « Vraiment? Ou as-tu aimé que je sois silencieuse? Que je cuisine tes repas et lave tes vêtements pendant que tu me trompais avec ma directrice financière? » Julien a tressailli. « Tu savais pour Sophie? »« Je suis propriétaire de l'opérateur téléphonique que tu utilises, Julien. » ai-je dit nonchalamment. « J'ai les retranscriptions de chaque SMS, de chaque appel. C'est une dette. C'est une paysanne. Je les ai toutes lues. Je suis revenu au bureau et j'ai pris un dossier. Voici ton plan de départ, et je dis, c'est conforme au manuel de l'entreprise que tu as écrit. 2 semaines de salaire, et nous validerons ton parking pour aujourd'hui. 2 semaines. Julien m'a regardé fixement. Je vaux des millions. Plus maintenant, ai-je dit, la saisie a anéanti ton capital. L'accord de divorce sur lequel tu as insisté protège mes actifs de tes dettes, mais il t'empêche également de réclamer la moindre valeur de l'entreprise maintenant que je la possède. Tu es, légalement parlant, démuni. Sophie restera avec moi, a dit Julien, se raccrochant aux branches. Nous sommes une équipe, elle est brillante. Nous allons créer une nouvelle entreprise. Nous te réduirons en poussière. J'ai haussé un sourcil. J'ai appuyé sur un bouton de l'interphone. Faites-la entrer. La porte s'est ouverte. Sophie est entrée. Mais elle ne regardait pas Julien. Elle tenait une boîte de ses effets personnels. Sophie, a dit Julien, s'avançant vers elle, dis-lui que nous partons. Sophie n'a pas établi de contact visuel. Elle est passée devant lui jusqu'à mon bureau. J'ai les dossiers que vous avez demandés, Mademoiselle Kensington, a dit Sophie, sa voix tremblante. Les comptes offshore que Julien a créés pour cacher les pots de vin. Tout est documenté. Julien a figé. Sophie, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris les dossiers. Merci, Sophie. Votre coopération est notée. Le procureur sera ravi de voir que vous êtes une lanceuse d'alerte. Cela pourrait vous éviter la prison. La prison, a haleté Julien. Sophie a négocié un accord, ai-je expliqué, regardant Julien avec pitié. Elle t'a échangé contre l'immunité. Elle nous a tout dit sur les fonds détournés du régime de retraite. Julien a regardé Sophie. Tu es une traîtresse. Sophie l'a finalement regardé, les yeux froids. Tu es fauché, Julien, et tu vas en prison. Je ne coulerai pas avec le navire. Marie m'a offert une ardoise propre. J'ai pris l'opportunité. Sors, ai-je ordonné à Sophie. Sophie s'est éloignée sans un regard en arrière. Julien est tombé dans le fauteuil en face du bureau, le même fauteuil où j'étais assise une semaine plus tôt. Tu as tout pris, a-t-il chuchoté. Non, ai-je dit. J'ai repris ce qui était à moi et j'ai exposé ce qui était à toi. Ce qui, il s'avère, n'était rien d'autre que fraude et dégoût. J'ai vérifié ma montre. Tes 5 minutes sont écoulées. Le FBI t'attend dans le hall, Julien. Je te suggère de ne pas les faire attendre. Ils ne sont pas aussi patients que moi. Vous, à ma place, auriez-vous été aussi impitoyable? Auriez-vous pris le temps de l'avertir, de lui donner une chance? Ou la justice devait-elle être aussi froide, aussi chirurgicale? 3 ans plus tard, la cafétéria de la prison de Fleury-Mérogis était bruyante, sentant le chou bouilli et le nettoyant industriel. Julien était assis seul à une table en métal, fixant son plateau de pain de viande gris. Il avait l'air plus âgé, ses cheveux s'éclaircissaient, et l'arrogance qui avait autrefois défini son visage avait été remplacée par un froncement de sourcils permanent de l'amertume. Il avait été condamné à 5 ans pour fraude boursière et détournement de fonds. Il a ramassé un journal froissé qu'un autre détenu avait laissé derrière lui.
C'était les Échos. Il l'a feuilleté nonchalamment, ses yeux balayant les chiffres du marché qui étaient autrefois sa sève vitale. Il s'est arrêté à la page 3. Il y avait une photo. C'était une photo d'une cérémonie d'inauguration pour une nouvelle aile d'hôpital dans le 11e arrondissement de Paris. Au centre, tenant les ciseaux géants, se trouvait Marie. Elle avait l'air radieuse, plus âgée, mais plus belle, portant une robe simple mais élégante. À côté d'elle se trouvait un homme que Julien ne reconnaissait pas, quelqu'un de grand, aux yeux doux, une main posée délicatement sur son dos. Le titre disait « La Fondation Kensington fait un don de 500 millions d'euros à la santé publique ». L'article décrivait Mary Kensington non seulement comme une entrepreneuse, mais comme une philanthrope visionnaire. Il mentionnait son partenaire, le Dr. James Harrison, un chirurgien pédiatrique renommé. Il parlait de son humilité, de sa grâce et de son empire. Il ne mentionnait pas Julien, pas une seule fois. Il n'était même plus une note de boss de page dans son histoire. « Hé, Dubois !» a crié un gardien. « Vous avez un visiteur !» Le cœur de Julien a bondi. Un visiteur. Il n'avait pas eu de visiteur depuis 2 ans. Sophie n'était jamais venue. Ses vieux amis l'avaient abandonné. Il s'est levé, lissant sa combinaison. Peut-être était-ce un avocat pour un appel. Peut-être était-ce un contrat de livre. Il s'est dirigé vers la salle de visite, s'asseyant derrière le plexiglas. Assis de l'autre côté, ce n'était pas un avocat. C'était Alfred, mon chauffeur. Alfred avait exactement la même apparence que ce jour de pluie à Paris. Costume impeccable, expression stoïque. Il a décroché le téléphone. Julien a décroché son côté. « Alfred, elle est là? »« Mademoiselle Kensington est occupée, Monsieur Dubois, » a dit Alfred, sa voix métallique à travers le combiné. « Elle est actuellement à Tokyo. »« Alors pourquoi es-tu là? » Alfred a glissé une petite enveloppe par la fente au bas de la vitre. « Elle m'a demandé de livrer ceci. Elle a dit que c'était la dernière affaire. » Julien a déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule photo et un chèque. La photo était celle du bistrot à Paris où ils s'étaient rencontrés, mais ce n'était plus un bistrot. Il était barricadé avec un panneau vendu sur la façade. Le chèque était à l'ordre de Julien Dubois. Le montant était de 12,50 €. Julien l'a regardé fixement, confus. Qu'est-ce que c'est? Le prix du petit déjeuner qu'elle a commandé le jour de votre rencontre, a dit Alfred. Elle a insisté pour vous rembourser le café et les crêpes. Elle a dit qu'elle ne voulait rien vous devoir, pas même un centime. Julien a regardé le chèque, 12,50 €. C'était la valeur que Marie avait accordée à tout leur passé. Ce n'était pas un règlement, c'était un reçu. Elle voulait aussi que vous sachiez, a poursuivi Alfred, qu'elle a acheté le bâtiment dans lequel se trouvait ce bistrot. Elle en fait un refuge pour les femmes qui ont subi des abus financiers. Elle l'a nommé le Centre Phoenix. Julien a senti une boule dans sa gorge. Est-elle heureuse? A-t-il demandé, sa voix se brisant. Alfred s'est levé, boutonnant sa veste. Il a regardé Julien avec un mélange de pitié et de finalité. Elle est libre, Monsieur Dubois, et cela vaut plus que n'importe quelle fortune. Alfred a raccroché le téléphone et s'est éloigné. Julien l'a regardé partir. Il a baissé les yeux sur le chèque dans sa main. 12,50 €. Il a commencé à rire, un rire sec et rauque qui s'est transformé en tout. Il avait couru après des milliards. Il avait détruit son mariage pour de l'argent. Il s'était moqué de la seule personne qui s'était réellement souciée de lui. Et finalement, sa valeur nette était de 12,50 €. Il a froissé le chèque dans son poing et enfoui sa tête dans ses mains, et pour la première fois depuis le jour où il avait signé les papiers du divorce, Julien Dubois a pleuré. Les grilles de fer de l'institution correctionnelle fédérale de Fleury-Mérogis ne se sont pas ouvertes en fanfare. Il y a juste eu un lourd cliquetis mécanique suivi du bourdonnement d'une serrure électrique qui se déverrouillait. Julien Dubois est sorti dans la lumière blanche aveuglante d'un mardi matin. L'air avait un goût différent ici, plus vif, moins recyclé. Il portait un costume gris que l'officier de libération de la prison
avait récupéré d'un bac de dons. Il était 2 tailles trop grand, les épaules s'affaissant sur ses bras, le pantalon se plissant autour de ses chaussures en toile bon marché. Il se tenait sur le trottoir, serrant un sac en plastique transparent qui contenait toute sa vie. Une brosse à dents, un peigne, un morceau de papier plié avec l'adresse d'un centre de réinsertion à Paris et 12 850 € en espèces, le montant exact du chèque que je lui avais envoyé 3 ans plus tôt. Il l'avait encaissé la veille de sa libération. Il avait besoin de l'argent pour le bus. Il a attendu. Pendant les 10 premières minutes, il est resté là, la poitrine légèrement gonflée, un fantôme de son ancienne arrogance scintillant. Il a scanné la route à la recherche d'une berline noire. Peut-être Sophie avait-elle repris ses esprits. Peut-être un ancien partenaire commercial voulait-il lui offrir un poste de consultant, valorisant son expérience impitoyable. Mais alors que le soleil montait plus haut et que la chaleur commençait à rayonner de l'asphalte, la posture de Julien s'est effondrée. Personne ne venait. Un bus a claqué à l'arrêt devant lui, crachant des gaz d'échappement noirs qui sentaient le gazole brûlé. Le chauffeur, un homme au visage sculpté dans le granit, ne l'a même pas regardé alors qu'il payait de son billet. Julien a marché dans l'allée, le sol collant sous ses chaussures, et s'est assis à l'arrière. Alors que le bus s'engageait sur l'autoroute, Julien a appuyé son front contre la vitre froide. La ligne d'horizon de Paris s'élevait au loin, un hausse scintillant d'acier et de verre. C'était la ville qu'il avait autrefois gouvernée. Il regardait ses tours et y voyait des actifs, des capitaux propres, de l'effet de levier. Maintenant, elle ressemblait au barreau d'une autre sorte de coureur, une dont il était à jamais exclu. La vie au centre de réinsertion était une étude d'agression sensorielle. Les murs étaient fins comme du papier, vibrant des sons de tout, de disputes et du léger bourdonnement de télévision bon marché. L'air sentait en permanence le chou bouilli et la cigarette éventée. Julien Dubois, l'homme qui avait autrefois commandé un mélange personnalisé de bois de santal et de bergamote pour le système CVC de son bureau, dormait maintenant sur un matelas qui s'affaissait au milieu comme un hamac. Trouver du travail était un cauchemar. « Monsieur Dubois », a dit le gérant d'un concessionnaire automobile de milieu de gamme, regardant la candidature de Julien avec un ricanement. « Il est écrit ici que vous avez été condamné pour fraude boursière et détournement de fonds. J'étais le PDG d'une grande entreprise, » a argué Julien, essayant de projeter de la confiance malgré son col effiloché. « Je sais vendre, je connais les chiffres. »« Nous n'avons pas besoin de chiffres, » a dit le gérant, jetant la candidature à la poubelle. « Nous avons besoin de confiance, et nous n'embauchons pas de criminels. Sortez. » Porte après porte lui a claqué au nez. Le monde financier l'avait mis sur liste noire. Le monde de l'entreprise le considérait comme radioactif. Même les magasins de détail hésitaient. Il était surqualifié pour le rayon et sous-qualifié pour la caisse à cause de son casier. 6 mois après sa libération, Julien a finalement trouvé un emploi. Il était gardien de nuit pour une entreprise de nettoyage sous contrat pour entretenir des immeubles de bureaux de grande hauteur dans le centre de Paris. L'ironie était si forte qu'elle ressemblait à une blessure physique. Il retournait au gratte-ciel, non pas en tant que titan, mais en tant que force invisible qui essuyait leur saleté. Son corps commençait à 20 heures. Il poussait son chariot chargé d'eau, de javel, de chiffons et de sacs poubelles à travers les couloirs moquettés silencieux des fonds spéculatifs et des cabinets d'avocats. Il nettoyait des tables de conférences qui coûtaient plus que ce qu'il gagnerait en une décennie. Il vidait des poubelles remplies d'emballages de sandwichs de traiteurs dont il possédait autrefois des parts. Une mois, en polissant la paroi vitrée d'une salle de réunion au 30e étage, il s'est arrêté. En dessous de lui, la ville s'étendait, un océan de lumière. Il a regardé son reflet dans la vitre. Ses cheveux étaient complètement gris maintenant, s'éclaircissant rapidement. Son visage était émacié, de profondes rides creusées autour de sa bouche par des années de froncement de sourcils dans une cellule. Il ressemblait à un fantôme hantant son propre passé. Il s'est détourné de la fenêtre,
et a vu un magazine posé sur la table en acajou. C'était un exemplaire de l'Économiste. Il ne devrait pas le toucher. Les règles étaient strictes. Nettoyer, ne pas lire. Mais le nom sur la couverture l'a attiré comme un aimant. L'ère Kensington. Comment une femme réinvente la logistique mondiale? Les mains de Julien tremblaient alors qu'il le ramassait. Elle était là, Marie. Elle ne souriait pas sur la photo. Elle avait l'air féroce. Elle était debout sur le pont d'un énorme cargo, un casque de chantier sous le bras, le vent attrapant des mèches de ses cheveux. Elle avait l'air élémentaire, imparable. Il s'est assis dans le fauteuil du PDG, une violation du protocole qui pourrait lui coûter son emploi, et a commencé à lire. L'article détaillait l'expansion du groupe Kensington. J'avais acquis 3 grandes lignes maritimes dans le Pacifique. J'avais révolutionné l'énergie verte dans les chaînes d'approvisionnement. Ma valeur nette était maintenant estimée à 3 fois ce qu'elle était quand nous étions mariés. Mais c'était l'encadré qui l'a anéanti. Alors que la plupart des milliardaires se concentrent sur les voyages spatiaux ou les réseaux sociaux, lisez l'article, Mary Kensington est discrètement devenue la plus grande donatrice privée au refuge pour femmes victimes de violences domestiques dans la région parisienne. Son projet phare, le Centre Phoenix, ouvre le mois prochain dans le 11e arrondissement de Paris. Il est construit sur le site d'un ancien bistrot, un endroit que Mademoiselle Kensington décrit comme « le lieu où j'ai appris la différence entre le prix et la valeur ». Julien a laissé tomber le magazine. Le bistrot, l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Je l'avais acheté. J'avais transformé le souvenir de notre rencontre en un sanctuaire pour les femmes fuyant des hommes comme lui. Il a ressenti une envie soudaine et violente de crier. Il voulait déchirer le magazine. Il voulait jeter la chaise par la fenêtre, mais il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Il a soigneusement replacé le magazine exactement là où il l'avait trouvé. Il a essuyé ses empreintes digitales de la couverture brillante avec son chiffon. Puis il a pris son vaporisateur et a continué à nettoyer la vitre, effaçant son propre reflet coup après coup. L'hiver est venu tôt cette année-là, brutal et gris. Julien a été affecté à une tâche spéciale. L'entreprise de nettoyage avait besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour un nettoyage après un événement au musée du Louvre. C'était la nuit du gala pour le changement mondial. Julien est arrivé à l'entrée de service du musée à 23 heures. L'événement se terminait, mais les invités se mêlaient encore dans la grande salle. On lui a remis un balai et une pelle et on lui a dit d'attendre dans l'ombre de l'aile égyptienne jusqu'à ce que les invités partent. De son point de vue derrière un énorme pilier de grès, Julien les a regardés. Les smokings, les robes de soie, l'éclat des diamants sous les lumières du musée. C'était le monde qu'il était né pour diriger, le monde dans lequel il s'était frayé un chemin, et le monde qu'il avait mâché et recraché. Et puis la foule s'est écartée. J'avançais dans le hall. J'étais à couper le souffle. Je portais une robe de soie argentée qui coulait autour de moi comme du mercure liquide. Je riais de quelque chose qu'un homme à côté de moi avait dit. Il était grand, aux yeux doux et aux cheveux poivre et sel. Le docteur James Harrison, le chirurgien pédiatrique avec qui les tabloïds disaient que j'étais fiancé. Il avait une main sur le bas de mon dos, protectrice et douce, non possessive, juste présente. Julien a fait un pas en avant derrière le pilier. Il ne savait pas ce qu'il comptait faire. Crier, supplier, s'excuser. Je me suis arrêté. J'ai tourné la tête, mes yeux balayant la périphérie de la pièce. Pendant une fraction de seconde, mon regard a semblé se poser sur le coin sombre où Julien se tenait. Le cœur de Julien a martelé contre ses côtes. « Vois-moi », pensait-il, désespéré d'être reconnu, même si c'était par la haine. « Hais-moi, crie-moi dessus, reconnais juste que j'existe. » Mais mes yeux ne se sont pas fixés. Je suis passé devant lui comme s'il faisait partie de l'architecture, comme s'il n'était qu'une autre ombre dans une pièce pleine d'anciennes reliques. Je me suis retourné vers le Dr. Harrison, j'ai souri
et nous sommes sortis par les immenses portes d'entrée dans la nuit qui attendait. Julien est resté là, paralysé. Un superviseur en gilet vert s'est approché et lui a tapé sur l'épaule. « Hé l'ami, tu dors? » Quelqu'un a laissé tomber un verre de vin rouge près du temple de Dendur. « Va nettoyer ça. »« Elle ne m'a pas vu, » a chuchoté Julien. « Qui? » a demandé le superviseur agacé. « Ma femme, » a dit Julien. « C'était ma femme. » Le superviseur a ri, un rire sec et aboyant qui a résonné sur les murs de pierre. « Ouais, bien sûr, mon pote. Et je suis le roi d'Angleterre. Prendre la serpillière. » Julien a regardé le seau de serpillière, l'eau grise tourbillonnante. « Oui, » a dit Julien doucement, « je vais le faire. » 2 semaines plus tard, Julien a pris le métro jusqu'à l'ancien quartier de notre bistrot parisien. Il est descendu à l'arrêt près de l'ancien restaurant. Il était méconnaissable. Le trottoir fissuré et l'auvent délavé avaient disparu. À leur place se dressait un bâtiment élégant et moderne fait de briques chaudes et de verre. Une plaque de laiton de bon goût près de la porte indiquait « Le Centre Phoenix ». Julien se tenait de l'autre côté de la rue, les mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau usé. Il a observé les gens aller et venir. Il a vu une jeune femme au visage contusionné être conduite à l'intérieur par une conseillère. Il a vu une mère tenant la main d'un enfant en bas âge, sorte avec un sac de course et un air de soulagement sur le visage. Il a vu l'héritage de Mary Kensington. Il a alors réalisé qu'il n'était plus le méchant de mon histoire. Il n'était pas l'antagoniste, il n'était qu'un catalyseur. Il était l'allumette qui m'avait consumé pour que je puisse renaître de mes cendres. Il était un élément de l'intrigue dans une histoire qui ne le concernait plus. Il a ressenti une vibration dans sa poche. Il a sorti son téléphone jetable bon marché. C'était l'agence de nettoyage. « Dubois !» a aboyé le répartiteur. « Nous avons un travail d'urgence. Refoulement d'égouts dans un sous-sol du 18e. Double salaire. Tu le veux? » Julien a regardé le centre Phoenix. Il a regardé la lumière chaude qui se déversait de ses fenêtres. « Oui, » a dit Julien, sa voix rauque. « Je le veux. » « Bien, sois là dans 1 heure. » Julien a raccroché. Il a regardé le bâtiment une dernière fois. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une pièce, 1/4 d'euro. C'était toute la monnaie qu'il lui restait des 12,50 €. Il s'est dirigé vers une bouche d'égout. « Tu as gagné, Marie, » a-t-il chuchoté. Il a laissé tomber la pièce. Elle est tombée dans l'obscurité avec un minuscule et insignifiant éclaboussement. Julien Dubois a relevé son col contre le vent. Il s'est dirigé vers l'entrée du métro, descendant sous terre, disparaissant dans le ventre de la ville qui avait oublié son nom. Au-dessus de lui, le soleil a percé les nuages, brillant sur la façade de verre du centre Phoenix, reflétant une lumière aveuglante, pure et absolument impitoyable. Et moi, aujourd'hui, la vie a ses détours, n'est-ce que pas? Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, la nuit, le doute m'assaille. Ai-je été trop dur? Ai-je perdu une part de mon humanité dans cette quête de justice ou de revanche? Je n'ai pas de réponse simple. Le bonheur n'est pas une ligne droite, et la liberté a un coût. Je me suis libéré, c'est certain, mais le chemin pour retrouver la légèreté est long. Chaque matin, en me levant, je me rappelle que je suis la seule maîtresse de mon destin, et ça, c'est inestimable. C'est peut-être la seule chose qui compte vraiment.